Danilouz, bonjour. Tirbecho vetis ado, comme on dit, pas chez nous, mais chez vous. En tout cas, même on peut le dire, ma mère ne serait pas contente si je disais qu'il n'y avait pas de Mimouna en Algérie également. J'espère qu'on vous entend bien. Dan, vous m'entendez? Moi, je vous entends, vous m'entendez aussi? Voilà, on vous entend parfaitement avec les technologies du Zoom. On est heureux de vous retrouver ce matin à l'occasion de cette fête qui, il faut bien l'avouer, eh bien, cette année est célébrée de manière tout à fait particulière. Alors d'abord, je vais vous demander comment vous-même vous avez célébré cette Mimouna hier. Est-ce que vous avez utilisé par exemple le Zoom? Alors, c'est exactement ce qu'on a fait. La fête de la Mimouna, c'est une fête que la valeur principale dans la fête de la Mimouna, c'est la Akhnasat Ochrim. Eh C'est oui. l'hospitalité, de laisser les gens venir chez vous, de vous aller chez les autres personnes. C'est de dire qu'il n'y a pas une maison qui appartient à chaque personne, mais en cette soirée même, alors chacun va chez les autres et il y a beaucoup d'hospitalité. Alors ça, on ne peut pas le faire cette année, bien sûr, à cause du virus. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est connectés tous ensemble sur le Zoom. On a un peu appris sur la fête, sur ses sources, sur sa mashmaout, sur sa signification. Et ensuite, on a mis de la musique marocaine et chacun chez lui, il a dansé avec sa famille, avec ses enfants, tout seul. Certaines personnes étaient toutes seules. Et ensemble, on s'est connectés par Internet. C'est quand même beau cette technologie qui peut nous connecter dans ces moments difficiles où on ne peut pas être connecté physiquement. Alors, c'est peut-être l'occasion avant d'aller plus loin de nous rappeler en fait cette tradition, les origines de cette tradition, Dan. Alors, ces traditions, les origines, elles ne sont pas très claires. Elles ont commencé au Maroc. Les académiques qui disent que originalement, vraiment, cette manière de célébrer, elle était plutôt pas juive, mais plutôt elle venait d'en dehors du monde juif. Mais ce qui est beau, c'est qu'on a pris, comme le monde juif, il sait faire dans plusieurs contextes, c'est de prendre des traditions de l'extérieur et de leur donner vraiment des significations très belles, comme on a dit l'Achnasatochim. Il y a certaines personnes qui disent que Mimouna, ça veut dire aussi, ça vient du mot Emouna, Mhm. ça veut dire la foi. Cette signification, c'est que on parle du fait qu'après que le Mashiach n'est pas venu pendant la fête de Pessah, alors qu'il devrait venir en Nissan, d'après la Gemara, alors on continue à croire qu'il va venir, on n'a pas perdu la foi, et donc encore une fois, il y a cette signification de foi. Il y a certaines personnes qui disent qu'on le célèbre parce que c'est le début de la nouvelle année. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est habitué de célébrer la nouvelle année à Rosh Hashanah, la nouvelle année juive, mais en vérité, dans la Torah, la nouvelle année juive, c'était en Nissan. Le premier mois de l'année, c'est en Nissan. C'est le mois de Pessah. Et donc, après qu'on célèbre la fête de Pessah au mois de Nissan, alors on continue en faisant une petite célébration pour la nouvelle année. C'est pour ça qu'il y a plusieurs thèmes dans cette fête qui rappellent la Parnassa, qui rappellent plusieurs idées de choses qu'on veut souhaiter à nos confrères pour cette nouvelle année. Et donc, encore une fois, c'est une autre signification. Ce n'est pas très clair d'où ça vient au début, mais ce qui est clair, c'est que la signification aujourd'hui, elle est très belle. Euh, Dites-moi si je me trompe, Dan. Dites-moi si je me trompe, mais il me semble que cette fête, elle était aussi le reflet d'une coexistence pacifique entre juifs et arabes au Maroc et dans le Maghreb, puisque apparemment, si je ne m'abuse, c'était les Arabes qui amenaient les premiers la farine nécessaire pour la confection des moufletas et des mets de cette soirée. C'est très exact. Alors, comme aujourd'hui, nous, on a l'habitude de vendre le Hametz aux non-juifs et donc on voit une certaine coexistence là-bas. Alors, mais au Maroc, avant qu'il y ait cette tradition de vendre le Hametz, alors vraiment, les Arabes, dès que la fête sortait, ils venaient, ils emmenaient de la farine, ils venaient même avec des autres choses, pas seulement de la farine, et ils nous donnaient à manger, bien sûr, tout cachère. Et ensuite, nous, on les invitait à la Mimouna, à participer à la Mimouna. J'ai envie de dire une petite chose, c'est qu'il faut se rappeler quand même que le Maroc, c'était la galoute. La galoute, c'est pas quelque chose de bien. Et même s'il y a des très belles histoires de coexistence à la Mimouna, il y a aussi, mon père, il me raconte qu'à Fès, le jour de la Mimouna, les murs du Melach, c'est où les Juifs ils habitaient, ils étaient fermés parce qu'ils avaient peur qu'il y ait des pogroms, parce qu'il y a eu Mhm. des pogroms au Maroc et surtout à Fès aussi. Et donc, il faut se rappeler que même s'il y a des très belles histoires, et c'est vrai, mon père aussi me dit que les Arabes qui étaient amicables aux Juifs, alors ils étaient invités à la Mimouna, ça c'est vrai,
Mais il faut se rappeler quand même que grâce à Dieu, aujourd'hui, on est en Israël et c'est une situation beaucoup meilleure que la situation qu'il y avait au Maroc, même s'il faut se rappeler des bonnes choses aussi qu'il y avait là-bas. Alors, comment on explique cette fête en temps normal, hein, pas cette année peut-être, bien entendu, en raison des circonstances, mais en temps normal, c'est devenu une véritable fête nationale en Israël, avec des grands rassemblements, en particulier dans la journée aujourd'hui, et puis surtout, même, on dirait même que c'est presque devenu une fête politique au cours de laquelle eh bien, les principaux responsables politiques aiment bien aller se faire photographier avec des familles marocaines. D'où ça vient tout cela? J'ai entendu quelqu'un, je ne me rappelle pas de qui a dit ça, mais j'ai entendu quelqu'un qui a dit que la grande victoire de la culture israélienne, c'est que la Mimouna, elle a réussi à vaincre le 1er mai. Le 1er mai qui est Oui, la fête des travailleurs. Exactement. Et je pense que ça veut dire beaucoup parce que quand on a construit l'État d'Israël, alors il y avait une certaine culture qui demandait d'imposer une certaine culture israélienne sur tout le peuple d'Israël, quelque chose qui on peut comprendre quand on veut créer un nouvel État, mais qui a fait beaucoup de mal à plusieurs personnes qui sont venues de pays et qui ont ressenti que leur culture elle a été délaissée. Et la Mimouna, c'est devenu une sorte de symbole. Ça veut dire que ce n'est pas la seule fête. Vous savez, les Juifs marocains, ils font la Mimouna. Je sais que les Juifs tunisiens et libyens, ils font la Psissa, la Pchicha. Il y a plusieurs fêtes comme ça qui sont des traditions juives de plusieurs endroits dans le monde et qui sont devenues. Mais la Mimouna, c'est vraiment devenu un symbole de cette volonté de voir un judaïsme qui est très juif. Ça veut dire on reste très juif, mais on accepte toute la diversité qu'il y a dans ce judaïsme qui est venu de plusieurs endroits différents dans le monde. Et je pense que c'est ça le kibbutz galouyot. C'est devenu un symbole vraiment de kibbutz galouyot. Ça veut dire qu'il y a Shivat Zion, le retour à Sion. Ça, c'est arrivé, on est très content. Mais il y a aussi le kibbutz galouyot, le retour de tous les exilés. Et les exilés, ils reviennent avec chacun leur propre tradition. Et la Mimouna, c'est devenu un symbole de ça. Encore, ce n'est pas la seule fête. Il y a des fêtes dans chacune des communautés. Presque toutes les communautés. Un des partenaires de la Mimouna qu'on a fait hier soir, c'était le Louz à Ivry. C'est Halouz à Ivry. Pour ceux qui comprennent l'hébreu, je vous suggère vraiment d'aller sur Google, de vérifier Halouz à Ivry. C'est une initiative qui prend vraiment un calendrier et qui met toutes les fêtes juives qui ne sont pas connues dans un calendrier. Et ça inclut des fêtes de chacune des communautés qui sont revenus en Israël grâce à Dieu, mais les Éthiopiens, ils ont leur fête, les Caucasiens, ils ont leur fête, chacun, ils ont leur fête, et ça enrichit notre judaïsme lorsqu'on connaît toutes ces différentes fêtes. Alors, je profite que l'on soit ensemble en cette journée de fête de Mimouna pour parler aussi avec vous de Jérusalem et de la manière dont la ville gère, dont vous êtes conseiller municipal, le conseil municipal de Jérusalem gère cette crise du coronavirus. On a beaucoup parlé de Jérusalem, du nombre important de malades en Israël, dans la capitale, en particulier dans les quartiers orthodoxes. Je voudrais que vous nous donniez un aperçu de ce qui se passe actuellement dans la ville et comment, on va dire, au niveau du conseil municipal, on arrive à gérer cette crise, comment elle a été gérée depuis le début et quelle est la perspective de sortie de crise aussi du côté de Jérusalem? Écoutez, Jérusalem, d'abord, on peut commencer par dire que la situation dans l'État d'Israël, elle est très bonne. Et donc, Jérusalem aussi, lorsqu'on regarde au niveau international, la situation, elle est bonne. Mais lorsqu'on regarde au niveau national, alors vraiment, Jérusalem, la situation, elle est moins bonne. C'est la ville avec le plus grand nombre de malades. Proportionnellement, alors elle se bat avec Bnei Brak pour ce titre. Et on sait qu'à Bnei Brak, la situation n'est vraiment pas bonne. Je pense qu'il y a eu vraiment des erreurs qui ont été faites au niveau municipal. Moi, je fais partie de l'opposition, comme vous le savez. Oui. Nous, on a demandé à Itorerut, le parti auquel je fais partie, qu'on regarde Jérusalem, qui est une très très grande ville, on la regarde par quartier et qu'on vérifie les quartiers où il y a des grands problèmes et qu'on les adresse de manière spécifique, ces problèmes, pour qu'on puisse gérer cette crise d'une manière plus intelligente. Malheureusement, ce qu'on a vu, c'est que le maire, il nous a accusés d'essayer d'inciter de la haine parce qu'on a suggéré ça. Moi, je pense qu'il a simplement vu que les quartiers où il y a des problèmes, c'est des quartiers qui ont voté pour lui. Et donc, il a laissé ses intérêts politiques vraiment
je déteste faire de la politique dans des temps de crise, mais je suis obligé, en tant que conseiller municipal, de dire que je pense qu'il a laissé ses intérêts politiques mettre des vies en danger, et on voit les résultats jusqu'à aujourd'hui. On sait que les résultats dans la corona, ils viennent non seulement une semaine après, mais aussi 2 semaines après. Alors la décision, en fait, elle a été prise, cette décision exactement de regarder à Jérusalem. Non pas toutes les personnes qui connaissent Jérusalem, ils savent que de le regarder Jérusalem comme un seul quartier, grand quartier, c'est pas logique. Jérusalem, elle est très diverse, et chaque quartier, il a ses propres caractéristiques, ses caractéristiques démographiques, mais aussi géographiques, et aussi mais vous admettez avec moi qu'il est difficile de faire des distinctions entre tel ou tel quartier et finalement une municipalité, elle est la municipalité de toute une ville peut-être, et que c'est difficile de faire des distinctions entre un quartier orthodoxe, un quartier plus laïque. D'abord, j'ai jamais suggéré que la différence devrait être orthodoxe ou laïque. Il y a des quartiers orthodoxes où la situation elle peut être bien, et il y a des quartiers laïques où la situation elle est vraiment pas bien. Ça existe aussi, mais il faut regarder les chiffres, et il faut au lieu de regarder à tout Jérusalem en tant qu'une seule situation, il faut comprendre que dans une grande ville, il y a certains quartiers qui sont plus difficiles et certains qui sont moins difficiles. En passant à New York, qui est une beaucoup plus grande ville, bien sûr, mais on voit aussi qu'ils prennent cette même stratégie. Parce que dans les grandes villes, on peut pas regarder tout d'une seule vision. Et c'est exactement ce qu'ils font aujourd'hui. Ça veut dire aujourd'hui, on a compris ça. Et les quartiers où il y a des plus grands problèmes, alors on s'adresse à eux d'une manière différente. Ce qui est bien aussi pour les habitants de ce quartier. Parce que les gens qui sont le plus en danger, c'est les habitants de quartiers où il y a des grands taux de malades. Et donc, il faut comprendre que d'abord, c'est pour le bien de ces habitants qu'on fait ça. Et maintenant, c'est ce qu'ils font. Et j'espère qu'après que 2 semaines auront passé depuis cette nouvelle politique, on pourra voir que la situation elle commence à devenir meilleure. Pour l'instant, la situation elle n'est pas très bonne à Jérusalem, mais encore, j'ai envie de dire, à un niveau international, notre situation elle est très bonne partout en Israël et à Jérusalem aussi. Ça veut dire qu'on n'est pas dans une situation de crise, on est dans une bonne situation. Je pense qu'on peut dire que c'est beaucoup grâce au leadership de Benjamin Netanyahu et du gouvernement national en général. On est dans une bonne situation, et Jérusalem aussi, elle n'est pas dans une situation de crise, mais ça aurait pu être mieux. Eh bien, Danny Luz, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On a pendant quelques instants célébré la fête de la Mimouna avec vous, même de manière virtuelle. En tout cas, on vous souhaite de passer une bonne journée de Mimouna encore aujourd'hui, et une bonne santé en particulier, bien entendu, à vous et à toute la communauté, on va dire, des originaires du Maroc qui célèbrent cette fête, et à l'ensemble des habitants de Jérusalem. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita, et bonne journée. Shalom. Merci beaucoup. Shalom.